Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinar organisé par le cabinet Voxius Avocat. Je suis Florian Carrière, associé au sein du cabinet, et j'aurai le plaisir de co-animer cette session avec mon associé Steven Théalier. Bonjour à tous. Alors, le cabinet Voxius Avocat est un cabinet entièrement dédié au droit social. Nous intervenons pour tout type d'entreprise, de tout secteur d'activité, sur l'ensemble de la France, en conseil, contentieux, sur des thématiques de relations individuelles comme de relations collectives. Voxius est un cabinet qui est jeune, puisque nous avons soufflé tout récemment notre deuxième bougie. Nous avons la fierté, malgré notre jeunesse, d'être déjà référencé par plusieurs classements comme étant un cabinet de référence en droit social, tout particulièrement sur le conseil au quotidien, le day-to-day des entreprises, la négociation collective et la gestion des contentieux individuels dits à risque. Maintenant, comme toute entreprise qui est jeune, on doit encore se faire connaître du plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'animer depuis le début de l'année chaque mois un webinar sur la plateforme Webikeo, donc sur une thématique particulière. Alors aujourd'hui, on va parler de la semaine de 4 jours. Le mois dernier, on parlait de l'actualité sociale et tout particulièrement des arrêts du 13 septembre de la Cour de cassation sur l'acquisition des congés payés en période d'arrêt maladie. Mais si vous allez sur notre chaîne Webikeo, vous avez en accès libre le replay de tous nos webinaires depuis le début de l'année. Et donc, il y a notamment comment organiser ses élections professionnelles sans se tromper, les leviers de fidélisation des salariés, la gestion des procédures de licenciement, parmi d'autres. Et vous pouvez d'ores et déjà prendre date pour notre prochain webinaire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Ce sera le 21 novembre à 9h30, un webinaire de 45 minutes sur les sueurs froides de la procédure d'inaptitude, où nous parlerons donc des procédures de licenciement pour inaptitude, mais pas que, également des réserves qui peuvent être émises par les médecins du travail. Alors, en plus de ces webinaires, vous pouvez également suivre les actualités sociales que nous diffusons sur notre site internet www.voxius-avocat au pluriel.com, sur nos réseaux LinkedIn et Twitter. Et nous diffusons également tous les 15 jours une newsletter qui s'appelle Vox News. L'idée, c'est d'avoir une newsletter très rapide à lire, très didactique, donc en une page, où vous retrouvez à chaque fois les mêmes rubriques. C'est-à-dire que vous avez le chiffre de la semaine, vous avez l'info de la semaine, le zapping de la jurisprudence, et puis le conseil de la semaine, où en fait on va donner un conseil pratico-pratique sur une problématique spécifique, qui est souvent une problématique sur lesquelles nos clients nous ont interrogés précédemment. Donc, si vous voulez vous inscrire à notre newsletter, vous avez normalement un bouton, un call to action en haut de votre écran pour s'inscrire à la newsletter. Et c'est une newsletter RGPD compatible. Donc, si jamais vous n'êtes plus satisfait de la newsletter, vous avez le bouton pour vous désinscrire. On ne va pas polluer votre boîte de messagerie. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous allez avoir aussi, si ce n'est pas le cas, notre adresse mail qui va s'inscrire dans le chat dans un instant. C'est voxius-6 avocat, c'est contact@voxius-6 avocat au pluriel.com, mais elle va s'écrire dans l'onglet de chat. Et donc, si vous voulez nous confier un dossier, si vous avez des questions qui sont suscitées par ce webinaire, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà pour les présentations. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On a 45 minutes ensemble. On va essayer de faire 30-35 minutes de présentation et puis après de se garder au moins une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Donc, on voulait vous parler aujourd'hui de la semaine de 4 jours. Pourquoi la semaine de 4 jours ? C'est une thématique qui est dans l'air du temps, qui est un petit peu, à mon sens, un ovni. Parce que autant en étant au quotidien dans le conseil des entreprises, il y a des grandes tendances, des évolutions que l'on arrive à anticiper. Moi, je dois avouer que la semaine de 4 jours, je ne l'avais pas anticipée. C'est-à-dire que il y a encore 3 ans, si on nous avait dit que la semaine de 4 jours, ça serait un sujet qui intéresserait bon nombre d'entreprises et pas juste 2-3 entreprises qui expérimenteraient ça et qui passeraient au JT de 13h de TF1, moi, je ne l'aurais pas cru.
parce qu'on était plutôt dans une logique de vouloir augmenter la durée du travail, d'exonération des heures supplémentaires, etc. Donc, on ne s'y attendait pas, et il est vrai que la semaine de 4 jours est un sujet qui est de plus en plus demandé par les entreprises depuis 2 ans et surtout depuis 1 an. Alors, Steven vous en parlera, c'est un concept qui n'est pas du tout récent, pourtant dans le Code du travail. C'est un concept qui peut être utilisé pour répondre à plein de situations, notamment des difficultés économiques, mais aujourd'hui, si elle est envisagée par beaucoup d'entreprises, c'est surtout pour des questions d'attractivité, pour fidéliser des collaborateurs, pour attirer de nouveaux candidats, dans un contexte où nos clients nous disent régulièrement on ne peut pas augmenter le pouvoir d'achat de nos collaborateurs comme ils le souhaiteraient, et donc on voudrait, pour développer finalement la marque employeur, mettre en place des systèmes comme la semaine de 4 jours, qui est d'ailleurs parfois envisagée par les entreprises comme étant une espèce de compensation sur les postes de travail qui ne sont pas éligibles au télétravail. Alors ça peut être envisagé en plus du télétravail, mais ça peut également être alternatif. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de vendre la semaine de 4 jours, parce que c'est pas notre rôle, 2, parce que ça serait une ineptie de dire que la semaine de 4 jours est adaptée à toute entreprise. Ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de l'organisation de votre travail, ça dépend de la population de salariés, ça dépend de vos objectifs également. Et puis 3, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que de toute façon, vous êtes déjà intéressé. On va parler, Steven va revenir sur des enquêtes qui ont été faites sur le taux de satisfaction de la semaine de 4 jours. On va vous parler également des avantages et des inconvénients, mais l'idée est surtout de voir juridiquement comment on met en place la semaine de 4 jours et surtout quelles sont les bonnes questions à se poser. Voilà pour le programme de cette matinée. Je passe tout de suite la parole à Steven. Oui, merci Florian. Bon, la semaine à 4 jours, effectivement, ça anime les discussions depuis le Covid et depuis le phénomène de ce qu'on a appelé la grande démission. Alors pour certains, Florian l'a dit, c'est un dispositif qui permet d'améliorer la qualité de vie des salariés, de les fidéliser, de renforcer l'attrait au salariat. Et puis pour d'autres, c'est synonyme de baisse de productivité et de conséquences économiques assez néfastes. Alors d'ailleurs, on avait animé avec Florian donc un webinaire sur les leviers de fidélisation des salariés où le sujet de la semaine à 4 jours était évoqué, mais parmi tant d'autres, parmi le mécénat de compétences, l'actionnariat salarié, le télétravail. Donc je vous invite à le revoir si vous êtes plus largement intéressé par tous les dispositifs. Concernant la semaine à 4 jours, effectivement, ce n'est pas un dispositif qui est nouveau. Même la France était plutôt précurseur dans ce domaine, puisque le dispositif avait été envisagé dès 1996 par un homme politique qui s'appelle Pierre Larotouroux, avec le député UDF Gilles de Robien. Donc à l'époque, ils avaient présenté ce dispositif qui était donc de passer des 39 heures, qui était la durée hebdomadaire de travail à l'époque, de 39 heures à 32 heures pour éviter des licenciements. Et cette durée de 32 heures était répartie sur 4 jours, donc 4 jours de 8 heures. Alors, à l'époque, ce dispositif n'avait pas pris. On s'en souvient, il y avait d'énormes cristallisations de désaccords concernant la réduction de la durée du travail. On se souvient des 35 heures. Et donc, ce dispositif a été enterré quasiment pendant 25 ans. Et comme l'a dit Florian, il a fallu attendre la crise sanitaire qui a été un moteur d'accélération et qui a remis le sujet sur la table en marge du débat d'idées, de la place du travail dans nos vies. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui est assez intéressante qui vient démontrer qu'entre 1990 et 2021, la part de Français qui estiment que le travail est très important dans leur vie est passée de 60% à 24%.
Donc, effectivement, on voit que la crise du Covid et le télétravail forcé a remis un peu en perspective la place du travail dans la vie des Français. Donc, le résultat, c'est que beaucoup maintenant estiment que le dispositif de la semaine à 4 jours est arrivé à maturité au regard à la fois donc, des bénéfices sociaux qu'il peut engendrer, mais aussi écologiques. Et donc, un certain nombre d'États se sont lancés dans des campagnes d'expérimentation de la semaine à 4 jours, alors qui ont été plus ou moins concluantes d'ailleurs en fonction des États. Ça a été le cas pour l'Islande et le Royaume-Uni. Donc, les entreprises adoptent massivement ce dispositif. Et puis pour d'autres, pour le Japon et la Suède par exemple, ça n'a pas du tout été concluant. On est dans des cultures où la productivité et la place du travail est très importante. Et donc, ils ont plutôt abandonné ce projet. En France, donc le débat revient sur la table, je vous l'ai dit, et il revient de la part de think tank. Notamment, il y a une proposition de loi de l'Institut Rousseau qui vise à modifier le cadre législatif pour rendre la semaine à 4 jours attrayante, en tout cas favoriser son développement. Et puis, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'interrogent donc sur sa mise en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cadre législatif, il existe déjà. Et on a un article du Code du travail, c'est le L 3121-68, qui permet de déroger par accord collectif à la répartition des horaires à l'intérieur de la semaine. Donc, le cadre législatif est là, mais comme vous l'avez dit Florian, avant de se lancer, il faut se poser les bonnes questions, il faut savoir quels inconvénients, quelles difficultés ça peut engendrer, et puis être à l'aise avec le cadre, la mise en place, le dispositif de mise en place de la semaine à 4 jours. Alors d'abord, quelques chiffres issus d'une étude IFOP qui concerne la France uniquement. 64% des salariés déclarent être favorables à la semaine à 4 jours. Selon cette étude, 53% des salariés seraient prêts à accepter une baisse de salaire en contrepartie de la semaine à 4 jours, alors sachant qu'il y a des variations en fonction des catégories professionnelles. Par exemple, les cadres ne sont pas forcément favorables à une baisse de leur rémunération en contrepartie de la semaine à 4 jours. Et 18% des salariés estiment que d'ici 5 ans, ce sera la norme en entreprise. Bon, c'est quand même assez faible. On voit qu'au niveau mondial, c'est plus important. Et sachant, Steven, mon micro n'était pas ouvert, que sur la baisse de rémunération, on en parlera après, mais d'expérience, en tout cas, nous, parmi les entreprises qu'on a accompagnées, aucune n'est allée jusqu'à baisser la rémunération en contrepartie d'une baisse de durée du travail qui serait la conséquence de la semaine de 4 jours. Et je n'ai pas avant, en tout cas, d'entreprises qui seraient allées sur ce terrain-là. Alors bon, avant de se lancer dans un projet, on aime bien faire les pour et les contre. Alors, je pense que... alors, excusez-moi, je pense qu'il y a un petit souci technique parce que mon écran s'est largement étendu. Concernant les avantages et les inconvénients, donc je vais d'abord présenter ceux pour les entreprises et pour les salariés. Sachant que, je vous prie de m'excuser par avance si ce que je vais vous dire vous semble relever de l'évidence, mais je vais quand même le faire. Concernant les entreprises, bon, l'avantage principal, on vous a dit, attirer, fidéliser, surtout les jeunes générations qui ne mettent pas forcément comme critère numéro 1 le salaire, mais également privilégient de plus en plus leur vie personnelle. Comme autre avantage, ça peut être aussi un moyen d'éviter des licenciements économiques, puisque en baissant le temps de travail, on peut également baisser la rémunération, même si ça fait débat, mais ça peut être aussi un moyen. Accroître l'activité en organisant des équipes chevauchantes, c'est-à-dire et alternantes, ça veut dire que le jour non travaillé de la semaine à 4 jours
pourrait différer en fonction des équipes, et donc on peut très bien assurer une continuité d'ailleurs de l'activité de cette façon-là. Ça peut être aussi, dans le cadre des négociations annuelles, une contrepartie à un gel des salaires. Ça peut être le moyen, bien sûr, de faire des économies d'énergie, puisque pendant le jour non travaillé, vous pouvez mettre vos locaux d'entreprise, les bâtiments en mode basse consommation, voire en mode veille totale. C'est d'ailleurs dans le chat une question posée par François de dire depuis le Covid, est-ce que ça fait partie des intérêts de l'entreprise de fonctionner, enfin d'avoir des économies d'énergie sur la semaine de 4 jours. Effectivement, quand on est sur la mise en place de la semaine de 4 jours avec une journée off pour tout le monde, ça participe aussi aux économies d'énergie, même si, on le verra, toutes les entreprises ne décident pas d'avoir une journée off qui s'applique à tous les salariés. On peut être aussi souvent sur des journées qui vont être variables en fonction des collaborateurs. Maintenant, ça participe aussi, comme le télétravail, pour certaines entreprises, d'une logique de réduction de la taille des locaux, parce que tous les salariés ne vont pas être présents en même temps sur le site. Donc, effectivement, ça fait partie de la logique de réduction, on va dire, des coûts et pas seulement de l'énergie des entreprises. Tout à fait. Et puis, ça peut être, et c'est assez... c'est un argument qui revient fréquemment, c'est améliorer la productivité, la rentabilité des salariés avec l'équation suivante, salarié plus reposé égale salarié plus efficace et plus concentré. Donc voilà, c'est un argument qu'on retrouve assez souvent. Parmi les inconvénients qui reviennent, peut avoir des effets négatifs sur le chiffre d'affaires et la rentabilité, donc l'inverse de ce que je viens de vous dire. Parce que la semaine à 4 jours en soi peut engendrer une perte de rentabilité, mais de toute façon, la mise en place de la semaine à 4 jours représente un coût de réorganisation. Donc ça, il faut l'avoir bien sûr à l'esprit. Ça peut être aussi incompatible avec les habitudes des clients, où vous assurez un service je ne sais pas moi, 5 jours sur 7, là, ça peut évidemment avoir des incompatibilités. Sur la cohésion des équipes, oui, c'est pas forcément un dispositif qui favorise le rassemblement, tout comme le télétravail. Ça peut surtout, ça a surtout des conséquences en termes de santé au travail si la semaine à 4 jours ne s'accompagne pas d'une réduction de la durée du travail, puisqu'on aura forcément des journées plus longues. Donc ça, il faut quand même s'interroger sur les conséquences en matière de santé au travail. Et puis, le risque aussi, c'est de devoir embaucher pour compenser la perte de productivité engendrée par un jour de travail en moins sur la semaine. Côté salarié, bien sûr, c'est la perspective d'avoir un week-end de 3 jours si le jour non travaillé est accolé donc au week-end. Ça peut être aussi une journée pour les besoins de la vie personnelle. Alors, c'est une alternative, ça peut être une alternative intéressante pour les salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail. Donc, ça peut être aussi un moyen de change pour ces salariés-là. Ça fait des économies. Alors ça, on retrouve exactement en fait les mêmes considérations qu'on avait pendant le Covid. C'est des économies sur les frais de transport et ça a permis d'éviter les heures de pointe dans les transports. Et puis aussi, ça peut permettre à certains salariés d'exercer une activité professionnelle à côté, une autre activité professionnelle à côté à temps partiel. Les inconvénients, c'est que, on arrive dans la plupart du temps à des journées plus longues, puisque bien sûr la durée du travail sera condensée sur 4 jours, ce qui fait que ça peut être incompatible avec des impératifs familiaux, notamment pour les parents d'enfants en bas âge. Ça peut aussi, en fonction de si le jour non travaillé est fixe chaque semaine ou peut varier, ça peut à l'inverse engendrer des difficultés d'organisation en termes de vie familiale ou si c'est le cas, d'activité professionnelle secondaire.
Et puis, eh bien, ça engendre aussi la disparition potentielle d'heures supplémentaires et donc d'une source de revenus dont bénéficiaient ces salariés. Je laisse la parole à Florian pour la question de la mise en place. Alors, sur la mise en place de la semaine de 4 jours, on va privilégier la mise en place par accord collectif. On va privilégier la mise en place par accord collectif parce que l'idée de la semaine de 4 jours, c'est quand même d'avoir une semaine de 4 jours qui va s'appliquer soit à tous les salariés de l'entreprise, soit au moins à des salariés d'un établissement, d'une business unit, d'une équipe, d'un service. Donc, on va être sur une logique collective et donc ça fait sens d'avoir des règles qui vont être fixées par accord collectif pour l'intégralité des salariés qui vont être concernés. Et également, surtout si on est dans une situation où tous les salariés ne sont pas concernés, eh bien, parce que de la même manière, par exemple, que pour le télétravail, prévoir les conditions d'éligibilité, prévoir les règles d'exclusion, prévoir les procédures pour rentrer dans le dispositif de la semaine de 4 jours, eh bien, de les mettre par accord collectif, ça renforce la sécurité juridique de ces règles et son niveau d'acceptation par les salariés. Sachant que, et ça répond à une question qui a été posée dans le chat, ce que vous disait Steven, c'est qu'il y a déjà des dispositions qui figurent dans le Code du travail sur la semaine de 4 jours. Et effectivement, comme ça a été indiqué par un participant, en fait, ce sont des dispositions qui normalement ne sont pas applicables à tout le monde parce que je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une notion de renvoi par décret à des secteurs d'activité. Cet article qu'évoquait Steven, il impose l'accord collectif de toute façon. Maintenant, même si on ne rentre pas dans le cadre de cet accord collectif, de cette disposition, pardonnez-moi, on privilégiera la négociation par accord collectif. Le fait de le négocier uniquement dans les contrats de travail, en fait, c'est surtout, on va le faire si on est sur de la mise en place individualisée, comme par exemple sur du temps partiel thérapeutique, où du coup le salarié va potentiellement être amené à travailler 4 jours sur 5, mais ce n'est pas vraiment la semaine de 4 jours telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui répond à une notion de collectif. Et dans tous les cas, bien entendu, si on est sur une entreprise d'au moins 50 salariés avec un CSE à attribution étendue, de passer par une consultation préalable du CSE au titre de sa compétence générale. Alors, si on décide de passer par accord collectif, comment négocier cet accord? Là, on retombe sur les règles de droit commun qui sont très simples. On va différencier selon l'effectif de l'entreprise et votre niveau d'instance représentative du personnel. Si on est, là je vais passer très vite, sur une entreprise de plus de 50 salariés, on va négocier avec ses délégués syndicaux. Si on n'a pas de délégué syndical, dans ce cas-là, vous savez que vous avez l'obligation de solliciter un mandat de négocier, en tout cas d'envoyer un courrier au syndicat représentatif au niveau de votre branche, en leur indiquant, ben voilà, on ouvre la négociation d'un accord collectif, vous avez un délai d'1 mois si vous souhaitez attribuer un mandat à un de nos salariés. Et au bout d'1 mois, on va revoir nos salariés élus au CSE. Si ils n'ont pas eu de mandat, on négocie directement avec eux. Si les salariés ont eu un mandat, on négocie qu'avec les salariés qui ont eu ce mandat. Alors que dans les entreprises entre 11 et 49 salariés, il n'y a pas cette obligation de prioritairement privilégier la négociation avec des salariés mandatés. Et donc, vous avez la possibilité d'ouvrir directement une négociation avec vos élus au CSE. Donc, on se dispense de ce délai d'1 mois et de cette invitation à avoir un mandat de la part des syndicats représentatifs au niveau de la branche. C'est plus fluide, c'est plus simple. Et enfin, pour les entreprises de moins de 11 salariés, eh bien là, les dispositions du Code du travail permettent à l'employeur de rédiger son propre projet d'accord et de le soumettre à référendum des salariés, selon des règles du référendum qui devront être fixées en amont. Je passe très rapidement, si vous voulez des précisions sur ces différentes situations, on sera là bien entendu pour y répondre. Alors, sachant que dans tous les cas, on vous recommande vivement de signer un avenant au contrat de travail. C'est-à-dire que même si vous décidez de mettre en place la semaine de 4 jours par accord collectif, l'avenant au contrat de travail est vivement recommandé. Alors là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de documentation et que, notamment, tous nos confrères ne sont pas du même avis. Vous avez certains cabinets d'avocats qui vous disent, écoutez, en fait, la semaine de 4 jours, pour les salariés à temps complet en tout cas, c'est simplement une nouvelle répartition des horaires de travail dans la semaine. Donc, ça peut relever du pouvoir de direction de l'employeur, sauf hypothèse où les horaires de travail auraient été contractualisés, on peut l'imposer aux salariés. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
c'est vrai que pouvoir de direction ou de dire on met en place un accord sur le fondement de L3121-41 du Code du travail sur l'aménagement du temps de travail qui du coup s'impose aux salariés à temps complet, c'est une argumentation qui peut être séduisante. Néanmoins, on a fait une recherche approfondie de jurisprudence parce que, comme Steven vous l'a dit, la semaine de 4 jours, ça existe déjà depuis longtemps, pour voir si on n'avait pas déjà eu des précédents. Et on est tombé sur un arrêt de la Cour de cassation de 2001, donc un arrêt certes ancien, mais puisque le droit n'a pas évolué depuis, il n'y a pas de raison que cette solution ne soit plus applicable aujourd'hui, où on s'aperçoit que c'était une entreprise qui appliquait historiquement la semaine de 5 jours, qui est passée à la semaine de 4 jours et qui, à un moment donné, a voulu revenir à la semaine de 5 jours en l'imposant aux salariés. Il y a 2 salariés qui s'y sont opposés et l'employeur a fait valoir que, dans le cadre de son pouvoir de direction, il pouvait adapter les horaires de travail au sein de la semaine sans qu'il y ait modification du contrat de travail. La réponse de la Cour de cassation, c'est de dire non. Le fait de passer de 4 jours à 5 jours, ça modifie le contrat de travail. Alors vous pourriez me dire, oui, mais là, on est dans une situation où l'employeur voulait ajouter un jour supplémentaire de travail, donc finalement, on vient retirer un avantage aux salariés, là où la semaine de 4 jours lui donnerait un avantage. Et donc, peut-être qu'on pourrait passer outre l'avenant au contrat de travail. C'est vrai que dans plusieurs situations, la semaine de 4 jours va être considérée par les salariés comme étant un avantage, si tant est que vous ne baissiez pas la rémunération en même temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez, et on l'a vu d'expérience dans les entreprises que l'on a accompagnées pour mettre en place la semaine de 4 jours, vous avez certains salariés qui n'en veulent pas. Par exemple, parce que si vous ne diminuez pas la durée du travail, ça implique des journées qui vont forcément être très importantes. Je prends l'exemple d'une entreprise qui est à 39 heures. Si elle passe à la semaine de 4 jours sans toucher à la durée du travail, on est quasiment au max des 10 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. On est à 9,75. Donc, c'est des journées très importantes. Vous avez des collaborateurs qui ne veulent pas de ça, ou d'autres qui disent moi, ça bouleverse ma vie privée, parce que, par exemple, si j'ai des enfants, pour les modes de garde, c'est compliqué. Si je terminais avant à 17 heures, et maintenant, pendant 4 jours par semaine, je vais terminer à 18 ou à 18h30, bon, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. Donc, ça ne va pas forcément être un avantage pour les salariés. Raison pour laquelle on vous recommande, au visa de cette jurisprudence, de systématiquement signer un avenant au contrat de travail des salariés. Bon, il y a une exception, c'est si vous négociez un accord de performance collective. L'accord de l'APC, vous savez, c'est un accord collectif que vous négociez et qui peut venir modifier le contrat de travail, y compris sur les questions de durée du travail et de rémunération. Et dans ce cas-là, ça s'impose aux salariés. Si le salarié refuse, vous avez un motif de licenciement qui est un motif sui generis. Donc effectivement, l'APC déroge à tout ça. Maintenant, si vous mettez en place la semaine de 4 jours dans une logique de développement de la marque employeur, d'attractivité, passer sur l'APC, je pense que ce n'est pas vraiment le sens de l'histoire et ce n'est pas le bon message, le bon signal à envoyer aux salariés. Donc, notre préconisation, c'est de systématiquement avoir un avenant au contrat de travail des salariés. Je repasse la parole à Steven sur les points de vigilance. Oui, alors les points de vigilance, on l'a dit, hein, si la semaine à 4 jours ne s'accompagne pas d'une baisse de la durée du travail, d'une réduction de la durée du travail, le risque, c'est de faire des journées beaucoup plus longues que les salariés dépassent en tout cas leur horaire hebdomadaire pour tout faire tenir dans 4 jours. En tout cas, c'est le risque. Et là, on se heurte à ce qu'on peut voir, nous, dans nos contentieux, même sur des entreprises qui sont à 35 heures sur 5 jours. C'est un dépassement des durées maximales de travail. On rappelle qu'elles sont de 10 heures pour la durée quotidienne et qu'il y a un repos quotidien de 11 heures. Et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Donc, il faut bien avoir en tête ce risque et il faudra bien sûr surveiller et contrôler que la durée de travail des salariés. Sur la mise en place, bien sûr, déjà, il ne faut pas se lancer dans la semaine à 4 jours si vos salariés n'en veulent pas. Donc, il faut bien s'assurer que
c'est un objectif et un projet qui intéresse déjà les salariés en poste, pas seulement un critère d'attractivité pour ceux que vous allez recruter. Donc là, il faut interroger. Ça suffit pas de se cantonner des enquêtes qui sont menées au niveau national. Il faut interroger les salariés au niveau de l'entreprise. Et puis, dernier point de vigilance à avoir, c'est le risque RPS. S'il n'y a pas de réduction de la durée du travail, forcément, il faudra évaluer le risque engendré par l'augmentation de la durée du travail quotidien et adapter votre document unique d'évaluation des risques professionnels, en tout cas avec ce changement. Avant de passer sur les questions à se poser, je réponds Sylvie qui nous dit: en signant un avenant, on se place définitivement sur le terrain de la modification du contrat de travail. Oui, on se place sur le terrain de la modification du contrat, mais au visa de ce qu'on vous indiquait, on considère que de toute façon, on est sur de la modification du contrat de travail. Et puis l'intérêt aussi, c'est de pouvoir mettre en place, comme on le fait pour le télétravail, des clauses dites de réversibilité, où on va d'ores et déjà prévoir la possibilité pour l'employeur de revenir à la semaine de 5 jours si c'est quelque chose qui n'est pas qui finalement, par une évolution du poste ou parce que le pilote n'a pas été satisfaisant, de revenir à la semaine habituelle de 5 jours. Oui, alors je continue sur les organisations qui sont envisageables. Bon, il y en a deux principales en fait. C'est avec ou sans réduction de la durée hebdomadaire de travail. Donc, avec réduction, on passe de 35 heures à 32 heures par semaine, par exemple, 32 heures par semaine sur 4 jours, donc 8 heures par jour. S'il n'y a pas de réduction, eh bien, on peut avoir une répartition uniforme sur les 4 jours, donc ça ferait 8h45 sur les 4 jours. Ça peut être 9 heures les 3 premiers jours et puis 8 heures le 4e. Sur le jour non travaillé, en fonction de ce qui est négocié, ça peut être accolé ou non au week-end. Bien sûr que quand c'est accolé au week-end, c'est beaucoup plus attractif pour certaines catégories de population. Ça peut être le mercredi, ça peut être attractif pour d'autres catégories de population. Et puis, pour le jour non travaillé, il peut être identique au sein de l'unité de travail, mais il peut être aussi différent. On peut mettre en place une alternance au sein d'une même unité de travail, justement pour assurer la continuité de l'activité. Donc voilà les différentes organisations qui sont envisageables pour la semaine à 4 jours. Alors on va y revenir sur la liste des questions à se poser. Plusieurs questions. Première question, c'est: est-ce que l'on met en place une semaine fixe de 4 jours? Est-ce qu'on est sur un système à la carte ou un système par alternance? La semaine fixe de 4 jours, ça va être de dire, de façon ferme et définitive, les salariés, en tout cas les salariés éligibles, vont être sur une semaine de 4 jours. Bon, première possibilité. La deuxième, c'est de mettre en place un système à la carte, c'est-à-dire qu'on va prévoir finalement un nombre de semaines dans l'année où les salariés vont pouvoir travailler sur 4 jours. On a par exemple mis en place un accord pour un client où on est parti sur 10 semaines dans l'année. Et ensuite, c'est aux salariés, potentiellement, mais on aurait pu prévoir des règles différentes, de venir définir quelle semaine dans l'année il veut travailler sur 4 jours. Et on va prévoir dans ce cas-là des délais de prévenance et des validations par le manager. Souvent, et on va y revenir, quand on met en place la semaine de 4 jours, on met en place un système pilote. Et le système à la carte peut être un bon moyen d'entrée. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui nous disent la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, mais on navigue un petit peu à vue et on ne sait pas quelles vont être véritablement les conséquences sur notre activité. Et donc, plutôt que d'avoir un pilote qui, d'un coup, de façon brutale, passe de 5 à 4 jours pour la population de salariés cibles, on met en place un système à la carte et comme ça, on va de façon plus douce, plus progressive, voir si c'est quelque chose qui correspond à une attente des salariés et qui est compatible avec l'activité. Et enfin, l'alternance, ça, c'est quelque chose qui va surtout être intéressant pour les entreprises qui ont des activités qui sont cycliques. L'alternance, c'est pas forcément une semaine 4 jours, une semaine 5 jours, une semaine 4 jours, une semaine 5 jours. Ça peut être de prévoir que dans l'année,
on sait qu'on a des périodes de baisse d'activité et que pendant ces périodes-là, plutôt que d'avoir soit un système d'annualisation du temps de travail, soit de payer les salariés alors qu'on n'a pas d'activité à leur donner, mais qu'ils doivent quand même venir travailler dans l'entreprise, et ben, c'est de dire sur des semaines de baisse d'activité que l'on a déjà anticipé dans l'année, parce qu'on a une activité qui est saisonnière par exemple, on va travailler sur 4 jours et non pas sur 5. Voilà 3 grandes possibilités. Ensuite, autre question à se poser, c'est qui décide du jour de repos? Est-ce que c'est le salarié qui va déterminer son jour de repos par semaine, ou est-ce que c'est l'employeur? Et est-ce que ça va être un jour fixe ou un jour variable? Vous avez des entreprises, par exemple, on a accompagné un client, enfin on accompagne actuellement une entreprise d'une vingtaine de collaborateurs qui m'a dit on veut quelque chose de très simple. On ne veut pas avoir à gérer des jours off différents entre les salariés. Et en plus, nous, on a la possibilité, par rapport à notre activité, de dire tel jour va être fermé pour tout le monde. On n'a pas d'activité, on n'a pas de travail. Donc, dans ce cas-là, on a prévu une journée off fixe, la même pour tous les salariés. D'autres vont dire on va avoir une journée off qui va être variable. Variable parce que potentiellement, les salariés vont pouvoir décider d'avoir un moment donné le mercredi, un moment donné le vendredi, ou alors variable parce que tous les salariés ne vont pas être logés à la même enseigne. Donc, ça fait partie des questions à se poser. Autre question, est-ce qu'on intègre les forfaits jours? Sur les forfaits jours, alors on peut tout à fait intégrer les forfaits jours, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, comme les forfaits jours ne sont pas dans une logique de décompte des horaires de travail, forcément, ça implique soit de les faire quitter le système du forfait jour, ce qui est une option, soit de toucher à la convention de forfait parce qu'en fait, on va être sur des forfaits jours réduits, tout simplement. Donc, on va diminuer le nombre de jours travaillés dans l'année et ça va augmenter en corollaire le nombre de jours off. J'en profite, ça fait un lien, j'ai vu une question dans le chat en disant dans les inconvénients de la semaine de 4 jours, vous ne parlez pas de la réduction des RTT pour les salariés. Alors, il y a plein d'autres inconvénients peut-être qu'on n'a pas envisagé effectivement. Par contre, ça n'en est pas forcément un, parce que la réduction des RTT, déjà, ça ne va être une question que si vous touchez à la durée du travail. Les RTT, ce sont des jours de repos que vous octroyez aux salariés en contrepartie d'une durée du travail qui généralement était à 39 heures avant les lois Aubry et que vous avez maintenu à 39 heures en octroyant des RTT aux salariés. Si vous passez à la semaine de 4 jours sans toucher à la durée du travail, il n'y a pas de raison de toucher aux RTT, puisque les salariés feront toujours 39 heures. Si en revanche, vous diminuez la durée du travail, effectivement, la question du maintien des RTT se pose. Et là, soit vous maintenez les RTT et donc vous êtes sur du très favorable pour les salariés, soit vous dites aux salariés, le corollaire de la semaine de 4 jours, c'est la suppression des RTT. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, autre question, répartition de la durée du travail de façon identique sur les 4 jours de la semaine ou différent d'un jour à l'autre. C'est pareil, c'est des interrogations à se poser en amont. Est-ce qu'il faut adapter l'organisation de l'activité? Est-ce qu'il faut embaucher de nouveaux salariés? Ça, généralement, en fait, la réponse à cette question, vous l'aurez à la fin de la phase pilote que nous vous encourageons vivement de programmer. Et la phase pilote va justement être le moment où on va voir quelles sont les conséquences exactes sur l'activité de la semaine de 4 jours. Est-ce que ça, c'est des incidences sur les règles existantes en matière de télétravail? Si vous êtes sur une semaine à 4 jours qui bénéficie également à des salariés en télétravail, souvent, on va revoir la charte ou l'accord télétravail parce que si par exemple, vous êtes sur un télétravail jusqu'à 3 jours par semaine et qu'en plus, vous passez sur une semaine à 4 jours, vos salariés, vous les voyez potentiellement plus qu'une fois dans le mois. Donc, bien souvent, on va venir réduire les prérogatives, les droits des salariés en matière de télétravail pour l'adapter à la semaine de 4 jours. On va devoir se poser également la question des dispositifs d'alerte à mettre en place en termes de surcharge de travail, parce que si vous ne touchez pas à la durée du travail, vous allez forcément avoir une problématique de RPS potentielle avec des journées quotidiennes de travail importantes. Je reprends mon exemple d'une entreprise à 39 heures qui passe à la semaine de 4 jours sans toucher à la durée du travail. On est quasiment aux 10 heures quotidiens. Donc, il faut mettre en place des dispositifs d'alerte. Et ce qu'on conseille aux clients, c'est de calquer ce qui existe déjà pour les forfaits jours, c'est-à-dire de prévoir dans l'accord la possibilité pour les salariés qui sont dans la semaine de 4 jours de demander, d'activer une espèce de droit d'alerte, de demander un entretien avec leur manager en cas de surcharge de travail
avec un engagement de l'entreprise d'organiser cet entretien sous un délai prédéfini, et afin de voir quelles sont les actions qui peuvent être mises en place. Autre question, est-ce que l'on part directement sur la semaine de 4 jours ou est-ce qu'on met en place un dispositif pilote? Et ça, bon, je pense, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de débat, il faut mettre en place un pilote. Je n'ai vu d'ailleurs aucune entreprise qui a mis en place le système de 4 jours sans avoir une phase préalable d'expérimentation. Et ça répond d'ailleurs à une question qui a été posée même plusieurs fois dans le chat, de dire, selon vous, on ne peut pas mettre en place la semaine de 4 jours par décision unilatérale. Alors, si la question est, je veux mettre en place la semaine de 4 jours de façon pérenne, puis-je le faire par décision unilatérale? Moi, ma réponse, elle est non. Il faudrait un accord collectif d'entreprise et il faudrait en plus de toute façon l'accord individuel des salariés. Donc, par décision unilatérale, ça ne passerait pas à mon sens. Mais si souvent les entreprises me disent, on veut mettre en place une phase pilote, les salariés sont d'accord pour la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qui répond à leurs attentes. Négocier un accord collectif, surtout si j'ai pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, c'est quelque chose de lourd. Est-ce que je peux pas faire ça plutôt par décision unilatérale ou par charte dans un premier temps? Et dans ce cas-là, principe de réalité, c'est quelque chose qui accueille le consentement des salariés. On est sur une phase d'expérimentation où l'idée, c'est justement de voir quelles sont les conséquences, quelles sont les règles, les paramétrages à faire avant de graver ça dans le marbre d'un accord collectif. OK, on passe par décision unilatérale ou par charte dans un premier temps pour le pilote. Et ensuite, si le pilote est amené à des résultats concluants et qu'on veut pérenniser la semaine de 4 jours, dans ce cas-là, on passera par accord collectif. Sachant que dans votre décision unilatérale, si vous décidez de passer par une DUE pour le pilote, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de prévoir, en fait, d'indiquer aux salariés quels sont les indicateurs clés que vous allez prendre en compte pour déterminer si la semaine de 4 jours a été ou pas une réussite. Ça me semble très important parce que le retour que l'on a eu de certains clients, c'est que alors, peu ont décidé de ne pas pérenniser la semaine de 4 jours. Mais j'ai notamment un exemple en tête d'un client qui, au mois de janvier, a décidé de mettre fin, d'ailleurs de façon prématurée, au pilote parce que ça n'allait pas. Les salariés ne jouaient pas le jeu de l'augmentation des amplitudes horaires sur les 4 autres jours de la semaine. Et en fait, ça a été très mal vécu parce que les salariés n'ont pas compris pourquoi on n'a pas pérennisé la chose. On n'avait pas donné en amont aux collaborateurs la grille d'analyse. Et donc, je vous encourage à dire aux salariés, dans le cadre de votre charte, de votre accord ou de votre DUE, ce que l'on va prendre en compte, c'est par exemple, est-ce que ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires? Est-ce que ça a baissé le turnover, le taux d'absentéisme? Est-ce qu'il y a eu des mécontentements de clients? Est-ce que, par exemple, je vais prendre en compte le ressenti des managers, etc., etc. D'être transparent sur les objectifs de ce pilote. Voilà pour les principales questions à se poser. Je laisse la parole à Steven. Rapidement pour les salariés. Assez vite. Bon, pour les salariés éligibles, différentes possibilités, mais on l'a déjà évoqué. Hein, on peut mettre la semaine à 4 jours en place simplement pour un établissement et pas d'autres, pour des unités de travail, par catégorie professionnelle, sur la base du volontariat ou en fonction de l'éloignement du domicile. Ça peut être certains critères qui peuvent être utilisés. Alors, sachant que par accord collectif, on peut mettre en place des différences de traitement entre les salariés, parce que ça va être le sujet, c'est la rupture de l'égalité de traitement. Donc, il va falloir expliquer en quoi, voilà, les différences sont justifiées. Sur le cas des salariés en forfait jour, on va dire juridiquement, ils devraient être exclus de la semaine à 4 jours puisque ils sont libres dans l'organisation de leur emploi du temps, et donc il n'y aurait pas lieu en théorie de leur mettre en place ce dispositif, mais encore une fois, par souci d'égalité de traitement, bien souvent les entreprises incluent
les salariés au forfait jour dans la semaine à 4 jours. Et donc là, il faut… alors, pourquoi? Parce que ces salariés au forfait jour, en fait, travailleraient beaucoup plus que les salariés à la semaine à 4 jours. Donc, c'est le calcul qu'on a fait avec Florian sur la base de 47 semaines travaillées. Il y aurait une différence de 38 jours entre les forfaits jours à 238 jours de travail, pardon, entre les salariés au forfait jour à 218 et les salariés dont la durée de travail est décomptée à la semaine sur 47 semaines de travail travaillé. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? On va attribuer à ces salariés au forfait jour des jours de repos supplémentaires par rapport à ceux dont ils bénéficient déjà. Et ces jours de repos supplémentaires, généralement, ça va être un jour de repos par semaine travaillée. Et ces jours de repos, on ne pourra pas les stocker, on ne pourra pas les reporter. Ils seront finalement consommés chaque semaine. Donc, voilà comment on fait pour mettre en place la semaine à 4 jours pour les salariés au forfait. Alors, puisque on a déjà atteint les 45 minutes, Steven, si tu es d'accord, ce que je propose, c'est peut-être qu'on réponde d'ores et déjà aux questions et qu'on renvoie au support. Si vous souhaitez le support, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@voxius-du6avocat.com et on pourra vous le transmettre. On traitera la question des congés, parce que j'ai vu une question sur le jour férié qui tombe pendant… Oui, justement, j'avais proposé de parler uniquement de ça. Comment on fait lorsqu'il y a un jour férié qui coïncide avec le jour non travaillé de la semaine de 4 jours? Oui, forcément, la réflexion. Je te lance quelque chose. Je me suis fait avoir par mon employeur, je vais perdre mon jour férié. Et la jurisprudence la Cour de cassation a répondu à la question. Si le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé, le salarié ne peut pas prétendre à ce que ce jour lui soit payé ou qu'il puisse avoir un report finalement du jour férié. Voilà la solution qui est tombée en mai 2023. Alors, pour les questions qui ont été posées, Stéphane nous dit « Je souhaite réfléchir à une révision de la répartition des 35 heures sur 4 jours au lieu de 5 et donc pas de modification de la rémunération. » Effectivement, si on ne touche pas à la durée du travail, de toute façon, il n'y a pas lieu de toucher à la rémunération. Toucher à la rémunération ne pourrait être une question que si on baisse la durée du travail. Et c'est une question juridiquement qui peut se poser. Maintenant, en pratique, ce qu'on vous disait, c'est qu'on n'a aucune entreprise, parmi celles en tout cas qu'on a accompagnées, qui est allée sur une baisse de la durée du travail et une baisse de la rémunération. On a en revanche des entreprises qui ont décidé d'avoir une baisse de la durée du travail. Notamment l'entreprise d'une vingtaine de salariés là qu'on accompagne en ce moment, ils ont décidé de baisser la durée du travail parce qu'ils ont considéré, étant à 38h30, si ma mémoire est bonne, que passer à la semaine de 4 jours sans baisse de la durée du travail allait impliquer des amplitudes horaires trop importantes. Donc, on s'est engagé sur une baisse de la durée du travail avec maintien de la rémunération. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Est-ce que c'est compatible avec, en plus des systèmes d'horaires individualisés? Juridiquement, il n'y a pas d'incompatibilité. Après, toute la difficulté dans la semaine de 4 jours et dans la détermination des règles, c'est d'avoir quelque chose qui correspond à votre activité et qui ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. Et donc, si vous avez semaine de 4 jours, par exemple, à la carte, plus horaire individualisé, ça va devenir très difficile d'avoir un contrôle des salariés, mais en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité juridique. Autre question que j'ai vue dans le chat, quelles sont les incidences sur les congés payés? Il n'y a pas d'incidence sur le calcul des congés payés. Donc la semaine de 4 jours ne change pas la chose. On nous demande également comment le mettre en place dans une entreprise qui viendrait de se créer. Alors, si vous êtes sur une entreprise qui est en train de se créer, qui du coup n'a pas d'élu, vous allez être dans une entreprise de moins de 11 salariés. Donc, en fait, vous allez le mettre en place. Ça va être un accord que vous allez soumettre à référendum dans l'entreprise. Et c'est les règles que l'on a vues dans la slide précédente. Autre question de Céline. Dans l'hypothèse d'une société multisite, doit-on négocier l'accord avec le CSE central ou les CSE des établissements distincts?
Si c'est le dispositif de la semaine de 4 jours, si vous l'envisagez, j'ai envie de dire au niveau national, c'est-à-dire que ça concerne tous les établissements de votre entreprise, vous allez négocier avec le CSE central. Vous ne négocierez avec le CSE d'établissement si on est sur des mesures locales qui concernent qu'un seul établissement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai vu une question sur quelle période peut-on mettre en place pour la phase pilote. Ça, c'est une très bonne question. Je voulais d'ailleurs l'évoquer. Je n'ai pas eu le temps. Vous avez des entreprises qui partent sur un pilote de 12 mois. Nous, ce que l'on recommande à nos clients, c'est un pilote de 6 mois maximum. Pourquoi? Parce que 12 mois, c'est quand même une période qui est assez longue, que d'expérience, la phase pilote permet, dans tous les cas, de réajuster certains paramètres. Et donc, quand vous êtes sur une phase pilote de 12 mois, s'il y a des éléments que vous avez déterminés en amont qui finalement ne vont pas, 12 mois, ça peut être considéré comme étant assez long. Donc, une phase pilote de 6 mois, ça permet d'avoir, à mon sens, le recul suffisant et en même temps de pouvoir réajuster rapidement les choses, sachant que vous pouvez aussi prévoir un comité de suivi qui va se réunir. Alors ça, on va le prévoir surtout dans les entreprises avec un certain niveau d'effectif, parce qu'on ne va pas rajouter du formalisme au formalisme, mais d'avoir un comité de suivi qui va se réunir à intervalles réguliers. Le comité de suivi, ça peut être le CSE tout simplement, pour étudier les retours de terrain sur la semaine de 4 jours et puis voir s'il y a des réajustements à faire, y compris en période d'expérimentation. Est-ce que Steven, tu avais vu d'autres questions passer auxquelles on n'aurait pas encore répondu? Alors, il y a une dernière question de Alexia sur est-ce que garder des services à 5 jours et d'autres à 4 jours n'entraîne pas un risque de tension dans l'entreprise? Oui, ça peut être le cas, mais donc il va falloir expliquer concrètement, vraiment rationnellement, pourquoi on donne la semaine à 4 jours pour un service et non pas un autre, en fonction des contraintes de l'activité. Donc là, oui, ça peut entraîner un risque de tension, c'est certain. Donc, mais pas plus que ce qu'on connaît déjà sur le télétravail, c'est-à-dire que vous avez des salariés, des postes qui sont éligibles au télétravail, d'autres qui ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle l'accord collectif, au-delà des règles juridiques qui devraient, à mon sens, imposer le recours à l'accord collectif, ça permet aussi d'avoir des règles qui ont été soit négociées avec les partenaires sociaux, soit qui ont fait l'objet d'un référendum dans l'entreprise, donc une certaine légitimité sur la différence entre les salariés et qui a ensuite aussi un intérêt sur le terrain de l'égalité de traitement. Mais ça fait partie des questions à se poser. Qui peut bénéficier de la semaine de 4 jours? Et si tous les salariés de l'entreprise ne peuvent pas en bénéficier, quels sont les éléments objectifs différenciants que je peux établir pour justifier cette différence de traitement entre les collaborateurs? On a Kevin qui nous demande si on a déjà, pour quel type de structure on a mis en place la semaine de 4 jours. En fait, pour plusieurs structures différentes, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de questions d'effectifs, c'est plutôt des secteurs d'activité. On se rend compte qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus enclins à mettre en place la semaine de 4 jours. Notamment, on l'a mis en place beaucoup pour des entreprises qui relèvent de la CCN Syntec avec des consultants. On est en train de l'envisager aussi pour des entreprises dans l'événementiel, pour une entreprise dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, vous voyez, des secteurs d'activité qui sont tout à fait différents. Et il n'y a pas de règle non plus en termes d'effectifs. Là, en ce moment, on le met en place pour des entreprises qui ont des effectifs inférieurs à 50 salariés. En début d'année, on l'a mis en place pour une entreprise de plus de 200 salariés. Bon, voilà, il n'y a pas d'entreprise, un niveau d'effectif qui justifie plus qu'un autre. Et concernant les prix, on vous a mis, puisque Kevin vous posait la question, vous avez la possibilité de télécharger normalement notre pack tarifaire sur la durée du travail, parce que quand on met en place la semaine de 4 jours, ça fait partie des dispositifs d'aménagement du temps de travail. Et donc, vous avez les formules d'accompagnement que l'on propose avec ou sans audit de la durée du travail. Donc, vous pouvez vous y reporter. Et puis, si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous envoyer un mail. Je crois qu'on nous a redemandé d'ailleurs l'adresse mail. C'est contact@ tu l'as remis, -du6avocat au pluriel.com.
Enfin, j'ai vu une question également sur le décompte des congés payés. Le calcul des congés payés ne change pas. Par contre, effectivement, si vous êtes sur un décompte en jour ouvrable ou en jour ouvré, là, il faudra se reposer la question de réadapter les modalités de calcul. Par contre, le nombre de CP acquis par le salarié, lui, ne change pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a déjà dépassé d'une dizaine de minutes. Si jamais il y a des questions que l'on n'aurait pas vues parce que dans le chat, ça défile, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Petit résultat du sondage qui est assez intéressant parce que à la question « Avez-vous déjà mis en place la semaine de 4 jours dans votre entreprise ?» sur 100% des votants, 12% seulement ont dit oui, 81% ont dit non et 8% ont dit « nous envisageons de le faire ». Donc, il n'y a que 20% des personnes qui ont participé à ce webinaire et qui ont voté qui envisagent véritablement de mettre en place la semaine de 4 jours. Ça m'a étonné. Autre sondage dont les résultats, là, m'étonnent beaucoup moins. Envisagez-vous la semaine de 4 jours avec une réduction de la durée du travail? 100% des votants ont dit non. Ce qui confirme ce qu'on se disait en début de webinaire. Hein, les entreprises ne réfléchissent pas dans leur écrasante majorité semaine de 4 jours avec diminution de la durée du travail. Ce qui d'ailleurs justifie que les syndicats ne sont pas forcément très enclins à négocier sur la semaine de 4 jours, notamment la CGT. On l'a vu dans plusieurs entreprises, mais également dans les prises de position au niveau national, parce que en fait, la définition de la semaine de 4 jours n'est pas la même. Pour les syndicats, semaine de 4 jours, c'est réduction de la durée du travail, ce qui n'est pas forcément le cas pour les entreprises. Je crois que... On s'est tout dit. On s'est tout dit. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Et puis, on vous redonne la date de notre prochain webinaire, le 21 novembre, 9h30, sur les sueurs froides de la procédure d'inaptitude. Et on vous rappelle que vous avez le bouton pour télécharger notre pack tarifaire sur l'accompagnement à la durée du travail et donc la mise en place de la semaine de 4 jours, mais également pour vous inscrire à notre newsletter Vox News qui paraît tous les 15 jours. Très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.